Ma fille m'a envoyé un message vocal. Tu ne viens pas avec nous à New York. Mon mari ne veut pas te voir. Après avoir payé pour les vacances, j'ai tranquillement annulé toutes les réservations. Les attentes de la famille allaient à l'encontre de mon sens de la justice. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, ça a commencé. 69 appels manqués, et ce n'était que la première conséquence. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et écrire dans les commentaires quelle heure il est là où vous êtes maintenant. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de ma cuisine, capturant la vapeur qui s'élevait de ma tasse de café. 15 janvier. Froid dehors, plus froid à l'intérieur de ma poitrine que je ne voulais l'admettre. J'étais réveillé depuis 5 heures, assis à cette même table, fixant l'écran de mon ordinateur portable. Booking. Comme me renvoyait sa lueur, le curseur clignotant dans le champ de la carte de crédit. 3 billets pour New York. Aller-retour depuis Seattle, le 10 avril. L'hôtel Grand Excelsior, Times Square. Cette nuit. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. 5200 €. La majeure partie de ma pension de janvier et une partie des économies que j'avais mises de côté. Pourquoi? Je m'étais déjà posé cette question. Pour des moments comme Noël dernier, peut-être, quand Michael m'a à peine regardé de l'autre côté de la table. Pour le sourire crispé d'Emily quand je suis arrivé, celui qui disait qu'elle aurait préféré que j'apporte un plus gros chèque plutôt que de me présenter. La rivière devant ma fenêtre reflétait des nuages gris. 10 ans que Martha était morte. 10 ans à essayer d'être suffisant pour notre fille. J'ai quand même tapé les chiffres. J'ai appuyé sur confirmer. J'ai regardé l'email de confirmation arriver 30 secondes plus tard. Mon téléphone a vibré avant que je puisse fermer l'ordinateur portable. Emily. J'ai ressenti cette vieille palpitation familière. En partie de l'appréhension. Papa. Sa voix est sortie, claire et vive. Je viens de recevoir la notification. Oh mon Dieu. Tu l'as vraiment fait. Bien sûr que je l'ai fait, ai-je dit. Le café était devenu tiède. Je t'avais dit que je le ferais. Tu es le meilleur. Michael et moi étions justement en train de dire qu'on avait hâte d'être à ce voyage. New York au printemps. Tu imagines? On verra des spectacles, on visitera des musées, tout ça. Quelque chose dans son ton m'a rappelé quand elle avait 7 ans, le matin de Noël, déchirant le papier cadeau avant d'apprendre à mesurer l'amour en euros. Je me suis permis de sourire. Heureux de pouvoir aider, ma chérie. Un silence s'est étiré entre nous. J'ai entendu sa respiration changer. En fait, papa, il y a une toute petite chose. Sa voix a changé, a pris ce ton prudent que j'avais appris à reconnaître. Michael a mentionné qu'on aurait besoin d'un supplément pour les excursions et les bons dîners. Tu sais comme la ville est chère. Pourrais-tu peut-être virer 1500 € de plus, juste par sécurité? La cuisine m'a soudain semblé plus petite. Ma main s'est crispée autour du téléphone. Emily, j'ai déjà tout payé. Les vols, l'hôtel, tout est couvert. C'est ça, le budget. Mais papa, c'est ce sur quoi nous nous étions mis d'accord, ai-je dit, calme, stable, même si ma mâchoire me faisait mal à force de la serrer. La réservation est faite. Vous passerez un moment merveilleux. Son soupir a crépité dans le haut-parleur. Bon. J'imagine qu'on s'arrangera. Merci quand même pour les billets. L'appel s'est terminé. Pas d'au revoir. Juste le silence là où sa voix avait été. Je suis resté assis là, le téléphone refroidissant dans ma paume, fixant les photos de famille sur le mur. Emily dans sa robe de mariée, radieuse. Le bras de Michael autour de sa taille. Tous les deux regardant juste au-delà de l'appareil photo. Au-delà de moi, vers quelque chose que je ne pouvais pas voir. Une autre photo. La remise de diplôme d'Emily. J'avais payé pour ça aussi. La voiture qu'elle conduisait maintenant. Mon argent. L'acompte sur leur maison à Seattle. Le mien. La cafetière a gargouillé, préparant une nouvelle tournée que je n'avais pas demandée. J'ai dû appuyer sur le bouton par accident. Je l'ai regardé infuser, le liquide sombre remplissant la carafe, et j'ai senti quelque chose de similaire se produire dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus silencieux. Quelque chose qui s'était accumulé pendant des années, goutte à goutte,
comme ce café que personne n'allait boire. J'ai rouvert l'email de confirmation. 3 passagers, James Anderson, Emily Johnson, Michael Johnson. Départ, 10 avril, 7h45. Retour, 17 avril, 18h15. Dans 2 mois. 2 mois de planification, de préparation des valises, d'anticipation. 2 mois à prétendre que ce voyage allait d'une manière ou d'une autre réparer la distance entre nous, combler le fossé qui ne cessait de s'élargir, peu importe combien je payais pour le refermer. La rivière dehors a capté une éclaircie dans les nuages, devenant brièvement argentée. J'avais demandé Martha en mariage au bord de cette rivière il y a 37 ans. Elle aurait su quoi dire à Emily, comment gérer ça. Elle savait toujours. Mais Martha était partie, et j'étais là, seul, buvant du café froid et regardant des confirmations se charger sur un écran. Mon téléphone est resté silencieux sur la table. Pas de SMS de remerciement, pas d'appel de suivi, juste l'écho de ce soupir, de cette déception dans sa voix parce que je ne voulais pas donner plus. J'ai pris ma tasse, l'ai portée à l'évier. Dehors, un corbeau s'est posé sur la clôture, noir sur la neige blanche. Il a penché la tête, m'a regardé droit dans les yeux à travers la vitre. 2 mois se sont dissous comme du sucre dans de l'eau chaude. J'ai payé leur facture de service public de mars sans qu'on me le demande. J'ai viré de l'argent pour l'assurance auto d'Emily quand elle a envoyé un SMS d'une seule phrase. La date d'échéance approche. Pas de s'il te plaît, pas de merci après. Juste des confirmations de lecture et le silence. Le 20 mars est arrivé, enveloppé dans le froid du soir. J'avais passé la journée à organiser ma valise, pliant les chemises avec une précision militaire, la façon dont Martha me taquinait à ce sujet. 3 semaines avant le départ. La pensée me pesait sur l'estomac comme un repas non digéré. Mon salon avait cette qualité creuse que les maisons vides acquièrent. Le téléphone était posé sur la table basse, l'écran sombre. Je venais de m'installer dans mon fauteuil, songeant au dîner, quand il s'est allumé. Une notification, message vocal d'Emily. Je l'ai pris lentement, comme si je touchais quelque chose qui pourrait brûler. J'ai appuyé sur lecture. Papa. Sa voix a rempli la pièce. Plus plate que je ne l'avais jamais entendue. Pas de salutation, pas de chaleur. Tu ne prends pas l'avion avec nous pour New York. Mon mari ne veut pas te voir. Je sais que tu as tout payé, mais c'est mieux comme ça. On ira quand même, évidemment, mais sans toi. Désolé. Le message s'est terminé. 15 secondes. Qui ont tout réécrit. Je l'ai écouté encore et encore. Ces mots ne changeaient pas. Mon mari ne veut pas te voir. Pas nous pensons, pas peut-être que c'est mieux. Michael ne veut pas de moi là-bas. Et Emily était d'accord sans se battre. Désolé. Ajouté à la fin comme une pensée après coup, comme s'excuser d'avoir oublié de prendre du lait. Mes doigts sont devenus engourdis. Le téléphone a failli me glisser des mains. Je me suis levé, me suis rassis, me suis relevé. La pièce a légèrement basculé. Ou peut-être que c'était moi. Depuis combien de temps étais-je debout au même endroit? La fenêtre montrait maintenant l'obscurité, bien que je ne me souvienne pas avoir vu le soleil se coucher. Mon reflet me fixait depuis la vitre noire. Un vieil homme aux cheveux gris et aux yeux confus, tenant un téléphone comme s'il pouvait s'expliquer si on le regardait assez attentivement. Le message vocal était dans ma boîte de réception. Une petite bulle bleue contenant de la dynamite. Je voulais le supprimer. Je voulais le garder pour toujours. Je voulais la rappeler et lui demander ce que j'avais fait, ce que j'avais dit, ce que j'avais manqué d'être. Mais ma gorge s'est nouée autour de ces questions avant qu'elle ne puisse former des mots. Je me suis souvenu de la voiture, une Honda Civic de 3 ans. J'avais co-signé le prêt quand leur crédit n'était pas assez bon. Je payais encore la moitié des mensualités quand ils étaient à court d'argent. L'acompte sur leur maison à Seattle, 12 000 € de mon fonds de retraite. L'argent de l'assurance vie de Martha. Je l'avais donné librement. Je m'étais dit que c'était un investissement dans l'avenir de ma fille. Voici le retour sur investissement. Un message vocal. 15 secondes de rejet. Mes jambes m'ont porté jusqu'à la cuisine. J'ai versé de l'eau, j'ai oublié de la boire. Le verre est resté sur le comptoir, se couvrant de condensation pendant que je faisais les 100 pas entre les pièces comme un animal en cage, cherchant des sorties qui n'existaient pas.
quelque part dans ma poitrine, sous le choc, autre chose a commencé à bouger. C'était comme de la glace qui se fissure sur un lac gelé. Ce son aigu avant que tout ne se brise. J'avais passé 10 ans à être reconnaissant qu'Émilie me parle encore. Qu'elle me laisse encore faire partie de sa vie, même à distance. J'avais payé et payé pour le privilège d'être toléré. Mon mari ne veut pas te voir. Les mots tournaient en boucle dans ma tête. Pas ces mots, les siens. Mais elle les avait livrés. Et cela les rendait siens aussi. Elle avait regardé ce voyage, ces billets que j'avais achetés, cet hôtel que j'avais réservé, et avait décidé que j'étais jetable. L'argent pouvait rester. Moi, je pouvais partir. J'ai repris mon téléphone, ouvert mes emails, trouvé la confirmation de Booking.com, les reçus de la compagnie aérienne, 3 passagers, 5 200 €. Politique d'annulation, remboursement complet moins 200 € de frais si plus de 14 jours avant le départ. 3 semaines avant le 10 avril. Largement le temps. Ma main tremblait légèrement en posant le téléphone. Pas de peur, mais de quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la clarté. Je m'étais posé les mauvaises questions toutes ces années. Pas, comment puis-je être un meilleur père, ou, que puis-je donner de plus? La bonne question était plus simple, plus nette. Que se passe-t-il si j'arrête? L'horloge sur le mur approchait de 21 heures. Dehors, le vent faisait vibrer les fenêtres. Je me tenais dans mon salon, entouré de photos d'une famille qui ne voulait plus de moi, et j'ai senti quelque chose changer, comme un pont qui brûle, comme une porte qui se ferme, comme un réveil. Le matin est arrivé trop vif, trop tôt. Je n'avais pas dormi, juste resté au lit, regardant les ombres du plafond bouger, faisant des calculs. 6 heures du matin. J'ai renoncé à faire semblant et je suis allé à mon bureau. L'ordinateur s'est mis en marche. Ma boîte de réception email brillait de messages non lus, principalement des spams, quelques factures. Rien d'Émilie, bien sûr. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. J'ai d'abord ouvert le site de la compagnie aérienne, me suis connecté à mon compte, j'ai trouvé la réservation. 3 billets me fixaient depuis l'écran. Les noms listés en rangée nette. Mon curseur a plané sur le bouton « Annuler la réservation ». Un clic, c'est tout ce qu'il faudrait. J'ai pensé à l'appeler, à lui expliquer, à lui demander si elle comprenait ce qu'elle avait fait, ce qu'elle me demandait d'accepter. Mais j'avais passé 10 ans à expliquer, à demander, à essayer de lui faire voir en moi autre chose qu'un chéquier sur pattes. Cette fois, je laisserai mes actions parler. J'ai cliqué. Une fenêtre pop-up est apparue. Êtes-vous sûr de vouloir annuler cette réservation? Oui, j'étais sûr. Plus sûr que je ne l'avais été de quoi que ce soit depuis des années. La confirmation a pris 3 secondes. Annulé. Remboursement en cours. 5 000 € moins 200 € de frais d'annulation. Retour attendu dans 5 à 7 jours ouvrables. Ensuite, l'hôtel. J'ai composé le numéro de l'email de confirmation. Une femme a répondu, voix professionnellement joyeuse. Grand Excelsior, comment puis-je vous aider? Je dois annuler une réservation, ai-je dit. Ma voix semblait étrange, trop calme, comme si elle appartenait à quelqu'un d'autre. Au nom de James Anderson, arrivé le 10 avril. Des touches ont cliqué en arrière-plan. Je le vois ici, Monsieur Anderson. Puis-je demander la raison de l'annulation? Changement de plan. Simple. Vrai. Ça ne la regardait pas au-delà de ça. Je comprends. L'annulation entraînera des frais d'une nuit, soit environ 300 €. Le reste sera remboursé sur votre mode de paiement initial dans les 10 jours ouvrables. Souhaitez-vous continuer? Oui. D'autres clics. C'est fait, Monsieur Anderson. Vous recevrez un email de confirmation sous peu. Puis-je vous aider avec autre chose aujourd'hui? Non, merci. J'ai raccroché, me suis adossé à ma chaise. Le bureau semblait plus grand, comme si les murs s'étaient écartés pendant que je ne regardais pas. La lumière du soleil entrait à flot par la fenêtre, attrapant les grains de poussière flottant en motifs paresseux dans l'air. Mon téléphone est resté silencieux sur le bureau. Pas d'appel, pas de message. Émilie ne le savait pas encore. Elle ne le saurait pas avant d'essayer de s'enregistrer. De se présenter à l'aéroport avec des bagages et des attentes, et mon autorisation de carte de crédit qui n'existait plus. Le 10 avril était dans 3 semaines.
21 jours pour qu'ils fassent des plans, préparent leurs valises, organisent leur congé. 21 jours d'anticipation qui se termineraient à un comptoir d'enregistrement. Un agent confus disant « Il n'y a pas de réservation à ce nom. » Désolé, il doit y avoir une erreur. Sauf que ce ne serait pas une erreur. Ce serait un choix. Le mien, pour une fois. Pas par colère ou par vengeance. Juste par simple logique. Il ne voulait pas de moi pour le voyage. Très bien. Il pouvait faire le voyage sans mon argent aussi. C'était juste. J'ai consulté mon compte bancaire. Les remboursements ne seraient pas traités avant plusieurs jours, mais je pouvais voir les transactions en attente. 5 000 € moins les frais qui revenaient. De l'argent qui n'irait pas à des enfants ingrats qui me voyaient comme une obligation. De l'argent que je pourrais dépenser pour moi-même, ou économiser, ou brûler dans la cheminée, peu importe. Il était de nouveau à moi. L'email de confirmation est arrivé. Votre réservation a été annulée. Je l'ai sauvegardé dans un dossier, documentation, juste au cas où. Mon café avait de nouveau refroidi. 3e matin d'affilée. Je n'ai pas pris la peine de le réchauffer. Je suis resté assis là, sentant quelque chose d'inhabituel s'installer dans ma poitrine. Pas tout à fait la paix, pas non plus la satisfaction. Quelque chose de plus simple. La sensation de se relever après s'être agenouillé trop longtemps, le sang refluant dans les jambes engourdies, des fourmis et des aiguilles, et le soulagement mêlé. Je me suis demandé quand il s'en rendrait compte. Qui vérifierait la réservation en premier, Emily ou Michael? Appellerait-il la compagnie aérienne? Exigerait-il de savoir ce qui s'était passé? M'appellerait-il? La pensée aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, je me sentais curieux, distant, comme si je regardais un film que j'avais déjà vu, attendant que les acteurs prennent leur marque. Mon téléphone est resté silencieux. Je l'ai quand même pris, j'ai parcouru les anciens messages, des années de réponses d'un seul mot, de demandes d'argent, de plaintes concernant les dépenses, pas un seul « Comment vas-tu ?» qui ne soit suivi d'une faveur. Pas un seul « Je t'aime » sans condition. J'ai supprimé le message vocal d'Emily. 15 secondes de rejet, disparu d'un glissement de pouce. Puis j'ai bloqué son numéro et celui de Michael. Les ruptures nettes guérissent plus vite que les déchirures. Martha me l'avait dit une fois après que je me sois coupé la main dans le garage. Elle avait eu raison à l'époque. Peut-être qu'elle aurait raison maintenant aussi. L'écran de l'ordinateur s'est assombri pour économiser de l'énergie. Je l'ai laissé faire. Dehors, des nuages s'amoncelaient au-dessus de la rivière, promettant de la pluie. J'avais vécu dans cette maison pendant 30 ans, élevé une fille ici, enterré une femme. Il était temps de découvrir ce qui venait après, quand on arrêtait de vivre pour des gens qui ne voulaient pas de vous. 3 semaines avant qu'ils ne le découvrent. J'avais le temps de me préparer, de m'entraîner à ce que je dirais s'ils appelaient, en supposant que je débloque leur numéro, de décider si je voulais même répondre. Pour l'instant, j'avais mon bureau, mon café, ma vue sur la rivière et 5 000 € en route vers moi. Cela semblait suffisant. L'après-midi suivant, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de mon salon, projetant de longues ombres sur le tapis. J'avais passé la nuit précédente éveillé, vérifiant mon compte bancaire toutes les heures, guettant les notifications de remboursement. Elles sont arrivées vers 3 heures du matin, des dépôts en attente, l'argent rentrait à la maison. Maintenant, assis dans mon fauteuil avec un thé refroidissant dans mes mains, je sentais quelque chose d'inhabituel s'installer dans mes os. Pas tout à fait la paix, plus léger que ça, comme déposer un bagage que je portais depuis des années sans en réaliser le poids. La rivière à l'extérieur de ma fenêtre bougeait, stable et grise. La même vue que j'avais depuis 30 ans. La même maison où Emily a appris à marcher. Où Martha et moi avons élevé notre fille pour qu'elle croie que la famille signifiait quelque chose. Cet investissement avait produit des rendements que je n'avais pas anticipés. Un enfant qui mesurait ma valeur en virement bancaire et voyait ma présence comme un inconvénient. J'ai posé le thé, intact, ouvert le tiroir de la table d'appoint, sorti un vieil album photo. La remise de diplôme d'Emily, elle en toge et mortier, le diplôme brandi, moi à côté d'elle, la fierté fendant mon visage. J'avais payé chaque facture de scolarité, chaque manuel, chaque urgence de fin de soirée lorsque sa voiture tombait en panne ou que son ordinateur portable rendait l'âme une semaine avant les examens. La photo suivante montrait son mariage, Emily en dentelle blanche, Michael dans son smoking de location.
Je l'avais accompagnée jusqu'à l'hôtel, l'avais remise à un homme qui reconnaissait à peine mon existence, payé la moitié de la réception parce que la tradition, avait dit Emily, bien que la famille de Michael n'ait contribué en rien. Mon téléphone était posé sur la table, leur numéro toujours bloqué, pas d'appel, pas de texto. Il n'avait encore aucune idée. Il ne le saurait que le 10 avril, lorsqu'ils se présenteraient à l'aéroport de SeaTac avec leurs valises pleines et leurs attentes coûteuses, dans 19 jours. La pensée a fait légèrement se dilater ma poitrine, comme respirer après avoir retenu son souffle sous l'eau. 19 jours pendant lesquels il planifierait, discuterait des spectacles de Broadway à voir, des restaurants à essayer. Michael se vantant probablement auprès de ses collègues de ses vacances à Manhattan, Emily faisant du shopping pour des tenues qu'elle porterait à Times Square. Tout cela construit sur des réservations qui n'existaient plus. J'ai fermé l'album, les remis dans le tiroir, je suis allé à la cuisine où mon carnet était posé sur le comptoir, celui que j'utilisais pour les listes de courses et les rappels. J'ai tourné à une page blanche, j'ai écrit la date du jour en haut. En dessous, j'ai fait une liste, non pas de choses à faire, mais de choses que je faisais, des paiements automatiques que j'avais mis en place il y a des années et que je n'avais jamais remis en question. L'assurance auto d'Emily, renouvelée tous les 6 mois avec ma carte de crédit. Les services publics de leur maison de Seattle, gaz, électricité, eau, même leur facture internet parce que Michael s'était plaint une fois du coup, et je m'étais porté volontaire pour aider temporairement. C'était il y a 4 ans. Le stylo a glissé sur le papier, additionnant les chiffres, environ 800 € par mois, presque 10 000 € par an, de l'argent sortant de mon compte pour leur confort pendant qu'ils décidaient que je ne valais pas une place dans un avion que j'avais acheté. J'ai regardé la liste, j'ai ajouté une autre ligne. Téléphone portable. Emily était toujours sur mon forfait familial. Depuis le lycée. Elle n'avait jamais demandé à passer à son propre compte. Je n'avais jamais pensé à le suggérer. Les pages du carnet semblaient craquantes sous mes doigts. J'ai arraché la liste soigneusement, les plié en deux, les mises dans ma poche, pas pour une raison particulière, juste pour la garder près de moi. Pour me souvenir. Ce n'était pas une seule insulte, mais 10 ans de manque de respect accumulés, détaillés et catégorisés, et enfin, visibles. Dehors, des nuages s'amoncelaient au-dessus de la rivière, promettant de la pluie. Je les ai regardés se former, sombres et lourds de détermination. La température avait chuté, le printemps se faisant passer pour l'hiver à nouveau, comme il le faisait à Spokane. Imprévisible, dur quand on attendait de la douceur. Mon reflet dans la vitre de la fenêtre montrait un homme que je reconnaissais à peine. Même cheveux gris, même carrure, mais quelque chose dans les yeux avait changé. Il semblait plus vif, plus éveillé, comme si j'avais été somnambule dans ma propre vie et que quelqu'un m'avait enfin secoué pour me réveiller. Le thé avait complètement refroidi. Je l'ai versé dans l'évier, rincé la tasse. Des gestes routiniers, familiers et rassurants. La maison s'est installée autour de moi. Craquement et soupir du vieux bois, bourdonnement du réfrigérateur, sont lointains de la circulation sur l'autoroute. 19 jours avant qu'Emily et Michael n'arrivent à un comptoir de réservation vide. Jusqu'à ce qu'ils essaient de s'enregistrer dans un hôtel qui ne les attendait pas, jusqu'à ce que leur téléphone s'allume avec mon numéro, essayant de joindre quelqu'un qui ne répondrait pas parce que j'avais déjà tout dit par mes actions. J'ai pensé à Martha, à ce qu'elle dirait si elle pouvait voir ça. Elle avait toujours été meilleure pour tenir tête aux exigences d'Emily, pour fixer des limites que j'étais trop mou pour imposer. Tu lui apprends à te prendre pour acquis, m'avait prévenu Martha une fois, il y a des années, quand Emily avait appelé pour exiger de l'argent pour quelque chose de futile. Je n'avais pas écouté, j'avais continué à donner, continuant de croire que cela me vaudrait un jour l'amour qui aurait dû être donné gratuitement. La liste pliée a craqué dans ma poche quand je me suis rassis. Je l'ai sortie, l'ai aplatie sur mon genou. 800 € par mois, 10 000 € par an. Des chiffres qui s'additionnaient pour former une vérité que j'aurais dû affronter plus tôt. Le 10 avril n'était pas la fin. C'était à peine le début. Le 10 avril est arrivé vêtu d'ombre du soir. J'avais passé 3 semaines dans une routine prudente. Café du matin, promenade de l'après-midi, lecture du soir. Une vie normale, à l'exception de l'anticipation qui vibrait sous chaque action. Comme attendre le tonnerre après avoir vu l'éclair. Mon téléphone était en charge sur le comptoir de la cuisine. J'avais débloqué leur numéro ce matin-là, non par faiblesse, mais par curiosité. Je voulais entendre le moment où leur monde s'effondrerait.
Le premier appel est arrivé à 18h47. Je faisais chauffer de la soupe sur la cuisinière quand mon téléphone a éclaté. Le nom d'Émilie a clignoté sur l'écran. Puis encore, et encore, appel après appel, chacun sonnant 4 fois avant de tomber sur la messagerie vocale. J'ai remué la soupe, les laissé sonner, comptant les appels comme une méditation. 1, 3, 7, 12. Au 17e appel, j'ai décroché. Où es-tu? La voix d'Émilie est sortie si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Pas de salutation, pas de préambule, juste de la panique brute déguisée en rage. À la maison. Ai-je dit, calme comme un dimanche matin à Spokane, où j'ai été toute la journée. La réservation, papa, il n'y a pas de réservation. Sa respiration semblait haletante, comme si elle avait couru. L'hôtel dit qu'ils n'ont rien sous le nom d'Anderson. La compagnie aérienne dit que nos billets ont été annulés et nous sommes là comme des idiots avec nos bagages et nulle part où aller. Je sais. 2 mots, simples comme respirer. Un silence a crépité à travers la ligne téléphonique. Alors tu savais. Tu savais et tu n'as rien. Comment as-tu pu faire ça? Tu m'as dit de ne pas venir, ai-je dit. Ma soupe commençait à bouillonner. J'ai baissé le feu. Tes mots exacts étaient, tu ne prends pas l'avion avec nous. Mon mari ne veut pas te voir. Alors, j'ai respecté les souhaits de Michael, j'ai tout annulé. Mais on allait quand même y aller. On avait besoin. C'était nos vacances. Que j'ai payé, les mots sont sortis plus durs que je ne le voulais. Chaque euro, chaque réservation, à moi, et tu m'as éjecté comme si j'étais un bagage que tu ne voulais pas porter. Alors, j'ai repris mon argent et je suis rentré chez moi. La voix de Michael s'est fait entendre en arrière-plan, étouffée mais audible. Laisse-moi lui parler. J'ai entendu le téléphone changer de main. Puis Michael, fort et agressif. Écoute, vieil homme. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais tu vas arranger ça tout de suite. Vire-nous de l'argent pour un hôtel. On verra pour les vols de retour demain, mais on a besoin. Non. Qu'est-ce que tu viens de? Non, ai-je répété. Laissant les mots peser. Simple et définitif. Tu as bien fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Je respecte ça pleinement. Tu ne peux pas nous laisser en plan ici. Émilie de nouveau, la voix montant vers l'hystérie. On n'a aucun moyen de. Papa, s'il te plaît. On n'a pas d'argent pour un hôtel. Nos cartes de crédit sont au maximum. On pensait que tout était couvert. On a besoin. Vous auriez dû vérifier vos confirmations, ai-je dit. Vous auriez dû appeler avant de vous rendre à l'aéroport. Vous auriez dû me traiter avec un respect de base au lieu de me considérer comme un distributeur automatique avec une personnalité gênante. C'est de la folie, la voix de Michael, juste contre le téléphone. On est ta famille. On n'abandonne pas sa famille. Ce mot. Famille. Comme s'il avait le droit de l'utiliser après avoir passé 8 ans à faire semblant que je n'existais pas au dîner de fête, après avoir convaincu ma fille que je ne valais pas une place dans un avion que j'avais acheté. C'est drôle, ai-je dit. Ma soupe avait commencé à brûler. Je pouvais la sentir. Je m'en fichais. C'est le même argument que j'utilise pour justifier le fait de vous soutenir tous les deux depuis des années. Famille. Sauf que la famille, ça va dans les deux sens. Vous avez oublié cette partie. Émilie s'est mise à pleurer. De vraies larmes ou des larmes de comédie. Difficile à dire au téléphone. Papa, s'il te plaît. On n'a nulle part où aller. Le prochain vol pour rentrer n'est que demain après-midi. Et on ne peut pas se le permettre. Débrouillez-vous. J'ai éteint la cuisinière. La soupe était de toute façon fichue. Vous êtes des adultes. Michael a un travail. Émilie, tu es capable. Je suis sûr que vous vous en sortirez très bien sans mon argent pour une fois. Tu vas vraiment faire ça? Nous laisser ici? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. Ça a failli me faire flancher. Presque. Mais je me suis souvenu du message vocal. Tu ne prends pas l'avion avec nous. Mon mari ne veut pas te voir. Désolé, mais c'est mieux comme ça. Livré comme un bulletin météo. Comme si je n'étais rien. Je ne vous laisse nulle part, ai-je dit doucement.
Je ne fais que ne pas vous sauver des conséquences que vous avez créées. Il y a une différence. J'ai raccroché. Le téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Je l'ai laissé faire, regardant l'écran s'allumer encore et encore. Emily, Michael, Emily, Emily, Michael. Sans cesse, comme un battement de cœur fait de désespoir. Au moment où ça s'est arrêté, mes appels manqués affichaient 69 tentatives. 69 fois, ils avaient essayé de joindre l'homme qu'ils avaient rejeté 3 semaines auparavant. 69 chances de ressentir ce que j'avais ressenti lorsque ce message vocal avait retenti dans mon salon. Indésirable, jetable, moins important que leur confort. Un texto est arrivé vers minuit. On rentre demain. Ne nous contacte plus jamais. Du numéro d'Emily, court, amer, exactement ce à quoi je m'attendais. Ils avaient trouvé un moyen de rentrer, d'une manière ou d'une autre. Carte de crédit, argent emprunté, peut-être que l'entreprise de Michael l'a couvert en tant que dépense professionnelle en mentant sur le but du voyage. Peu importe. La partie importante était plus simple. Ils avaient appris ce qui se passait quand on traitait les gens comme des ressources au lieu d'humains. Quand on prenait, sans jamais penser au coût. J'ai supprimé le texto, j'ai regardé mon téléphone, batterie à 15%. L'écran s'était assombri à force d'être utilisé. Les appels avaient cessé. L'urgence était terminée, gérée sans moi pour la première fois en une décennie. Ma soupe gâchée était sur la cuisinière. L'odeur de brûlé flottait encore dans la cuisine. Je l'ai raclée à la poubelle. J'ai lavé la casserole, des mouvements mécaniques qui donnaient à mes mains quelque chose à faire pendant que mon esprit traitait ce que je venais de faire. Aucune culpabilité, c'est ce qui m'a le plus surpris. Je continuais à l'attendre, ce pincement familier de regret qui suivait habituellement chaque fois que je décevais Emily. Il n'est jamais venu. Juste une étrange sensation de flottement, comme si la gravité avait légèrement relâché son emprise. Demain, il rentrerait en avion, en colère, embarrassé, probablement déjà en train de concocter une version des événements où j'étais le méchant. Laissez-les faire. J'avais arrêté d'écrire leur scénario, arrêté de jouer le rôle qu'ils m'avaient assigné, silencieux, généreux, infiniment disponible pour financer leur vie tout en restant invisible. L'horloge de la cuisine indiquait 1h15 du matin. Tard. Je devrais dormir. Au lieu de cela, je me suis tenu à la fenêtre, regardant les nuages dériver devant une demi-lune, pensant à ce qui allait suivre, car ce n'était pas fini. Loin de là. Le matin est arrivé, doux et gris. J'avais dormi mieux que prévu, 8 heures d'affilée, sans rêve, réveillé par le silence et les possibilités s'étendant comme une route ouverte. Ma première action fut de vérifier mon téléphone. Pas de nouveaux messages. Emily et Michael étaient probablement encore à SeaTac, attendant leur vol de l'après-midi, assis sur des chaises d'aéroport inconfortables, apprenant ce que l'inconfort signifiait quand on ne pouvait pas simplement appeler papa pour arranger les choses. J'ai fait du café. Du vrai café, avec les bons grains que je gardais habituellement pour les invités qui ne venaient jamais. Aujourd'hui valait la peine d'être célébré de petite manière. L'infusion sentait le chocolat noir et la promesse. Assis à ma table de cuisine, l'ordinateur portable ouvert, j'ai consulté mon compte bancaire. Les remboursements avaient été entièrement traités. 5 000 € moins les frais. Sur mon compte courant, là où il devait être. De l'argent qui pourrait payer des mois de course. Pourrait couvrir mes propres vacances quelque part. Pourrait simplement exister comme un tampon contre les urgences au lieu d'être automatiquement alloué au confort d'Emily. J'ai ouvert mon carnet à la liste que j'avais écrite il y a quelques jours. 800 € par mois en paiements automatiques. 10 000 € par an. Une décennie de ça, peut-être plus. Les chiffres avaient cessé de signifier quoi que ce soit après un certain temps. Juste une routine. Une attente. Plus maintenant. D'abord, l'assurance auto. Je me suis connecté au compte. J'ai trouvé la police d'Emily sous mon forfait familial. Le bouton « Annuler » était là, attendant innocemment. J'ai fait planer le curseur dessus. Cela signifierait que sa voiture deviendrait non assurée. Techniquement illégal de conduire. Son problème maintenant, pas le mien. J'ai cliqué. Confirmé. Police annulée. Effective à la fin de la période de couverture actuelle. Dans 2 semaines, son assurance expirerait. Il recevrait une lettre de notification.
auraient le temps de souscrire leur propre police s'ils géraient réellement leurs responsabilités. Ensuite, les services publics. Le compte de la maison de Seattle prélevait automatiquement sur mon compte courant chaque mois. Je l'avais mis en place quand ils avaient acheté la maison. Je m'étais dit que c'était temporaire. 4 ans plus tard, je payais toujours. J'ai navigué vers les paramètres de paiement, supprimé les informations de ma carte, changé le contact pour l'email d'Emily au lieu du mien. La confirmation a eu l'effet de retirer une écharpe sur laquelle je marchais depuis des années. Une petite douleur en sortant, puis le soulagement. Le service de téléphonie mobile. La ligne d'Emily. Je ne pouvais pas simplement l'annuler. Contrat, pénalité, complications. Mais je pouvais transférer la propriété, faire d'elle la titulaire du compte, la laisser payer sa propre facture à l'avenir. L'agent du service client semblait s'ennuyer quand j'ai appelé, a traité le changement en 10 minutes. Madame Johnson recevra une notification du transfert de compte, et la prochaine facture lui sera directement adressée. Parfait, ai-je dit. Le service internet de leur maison, à mon nom, sur ma carte. J'ai appelé le fournisseur, suivi le même processus. Transférer la propriété, supprimer les informations de paiement. Chaque appel a pris moins de 15 minutes. Chacun donnait l'impression de récupérer une partie de moi-même. À midi, j'avais démantelé 10 ans de soutien financier en moins de 3 heures. Pas de confrontation dramatique, pas d'explication juste le retrait silencieux des ressources qu'ils avaient tenues pour acquises. Mon café avait refroidi. Je l'ai réchauffé au micro-ondes, me suis tenu à la fenêtre de la cuisine, regardant la rivière. L'eau se déplaçait, stable et déterminée, comme elle l'avait toujours fait, indifférente au drame humain, suivant simplement sa nature en aval vers quelque chose de plus grand. J'ai pensé à appeler Emily, à lui expliquer ce que j'avais fait, à lui donner une chance de me crier dessus correctement au lieu de le faire par messages vocaux et appels manqués, mais à quoi bon? Elle avait démontré exactement ce que ma présence signifiait pour elle. Je ne faisais que correspondre à son énergie, réciproquer son niveau d'attention. C'était juste. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. C'est Emily avec le téléphone de Michael. Le mien n'a plus de batterie. On embarque maintenant. Tu as détruit notre famille pour rien. J'espère que tu es satisfait de vivre seul avec ton égoïsme. Je l'ai lu 2 fois. J'ai cherché la moindre trace de conscience de soi. Je n'en ai trouvé aucune. Juste de l'accusation. Juste une performance de victime. Aucune reconnaissance du fait qu'elle avait envoyé le message vocal qui avait tout déclenché. Qu'elle m'avait éjecté de vacances que j'avais payées, qu'elle m'avait traité pendant une décennie comme un portefeuille sur pattes. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé avoir le dernier mot si ça la faisait se sentir mieux. Les mots étaient bon marché. Les actions disaient la vérité. Au lieu de cela, j'ai rouvert mon application bancaire, calculé ce que je dépensais mensuellement pour leur vie. 800 € pour eux, puis mes propres factures. Hypothèque remboursée il y a des années, services publics, nourriture, essence, peut-être 1200 € au total. Ma pension couvrait 3000 € par mois avec de la marge. Pendant des années, la majeure partie de mon revenu excédentaire était allée directement à Emily. J'avais vécu modestement et prudemment. Je m'étais dit que j'étais généreux. Jamais je ne m'étais demandé si la générosité sans reconnaissance n'était que de la complaisance. Maintenant, en regardant mon budget sans leurs dépenses, je voyais des possibilités. De petits voyages que je pourrais faire, des passe-temps que j'avais abandonnés parce que, Emily a besoin, des livres que je pourrais acheter sans culpabilité, des restaurants que je pourrais essayer sans calculer si je pouvais me le permettre après m'être assuré qu'ils étaient couverts. La liberté avait le goût du café réchauffé et des matins tranquilles, des polices d'assurance annulées et des comptes transférés. Comme si, enfin, je me mettais sur la liste des personnes que je soutenais. La rivière dehors continuait de couler. Je la regardais et me sentais bouger aussi, m'éloignant de l'homme qui avait cru que l'amour signifiait donner sans fin, vers quelqu'un qui comprenait que le respect devait aller dans les 2 sens ou pas du tout. Ce n'était que le début. Je l'avais réalisé hier, aujourd'hui le confirmait. Les fondations étaient posées. Tout ce que j'avais automatiquement fourni était maintenant retiré. Tout ce qu'ils avaient supposé serait toujours là, soudainement absent. Laissez-les reconstruire sans moi. Laissez-les s'occuper de l'assurance et des factures et de la façon de financer leur vie avec leurs propres ressources.
Je leur avais donné des années de pratique à prendre, il était temps de voir s'ils avaient appris quelque chose sur le fait de gagner. Mon téléphone est resté silencieux. Ils étaient dans l'avion maintenant, probablement assis sur des sièges du milieu, inconfortables et en colère, planifiant ce qu'ils diraient à leurs amis et à leur famille à propos de leur terrible père qui les avait abandonnés. Laissez-les faire. Les gens qui me connaissaient vraiment verraient clair. Les gens qui ne me connaissaient pas ne valaient pas la peine d'expliquer. J'ai fini mon café, rincé la tasse, regardé autour de ma cuisine. Même comptoir, même cuisinière, même vue. Tout était familier, mais je me tenais différemment, plus droit, plus léger, comme si j'avais porté leur poids si longtemps que j'avais oublié ce que mes propres épaules ressentaient. Le carnet était ouvert sur la table. J'ai pris mon stylo, tourné à une nouvelle page, écrit en haut « Choses que je veux faire ». Puis j'ai commencé à lister, de petites choses surtout. Visiter la côte. M'inscrire au centre communautaire. Prendre ce cours de menuiserie dont j'avais vu la publicité. Appeler de vieux amis que j'avais perdus de vue parce qu'Émilie avait toujours besoin de quelque chose. Construire une vie qui était la mienne. Juste la mienne. Que personne d'autre ne pouvait réquisitionner, rejeter ou prendre pour acquise. Le stylo a glissé sur le papier. Chaque élément semblait être la reconquête d'un territoire que j'avais abandonné sans réaliser que je l'avais perdu. Chaque mot une petite déclaration. Moi aussi, je compte. Dehors, la rivière continuait de couler. À l'intérieur, pour la première fois en 10 ans, j'avais l'impression de bouger avec elle au lieu de rester immobile pendant qu'elle passait à toute vitesse. Le lendemain semblait plus léger, d'une manière ou d'une autre pratique. Je me suis réveillé avec un but au lieu de l'appréhension. J'ai préparé le petit déjeuner sans le bourdonnement de fond de l'obligation. La liste d'hier était sur mon comptoir, chose que je voulais faire. Mais d'abord, je devais boucler quelques boucles supplémentaires. Mon bureau faisait face à la fenêtre, la vue sur la rivière stable comme toujours. J'ai ouvert mes emails, parcouru les messages de confirmation des annulations d'hier. Tout s'était déroulé sans accroc. L'assurance auto d'Émilie annulée. Les services publics transférés. Le téléphone, sa responsabilité maintenant. Internet, pareil. Mais j'avais manqué quelque chose. L'abonnement à la salle de sport auquel je l'avais ajouté il y a des années, à l'époque où elle prétendait en avoir besoin pour sa santé. 29 € par mois, prélevés automatiquement. Assez petit pour l'oublier, assez significatif pour compter. J'ai appelé le centre de fitness, attendu en écoutant la musique d'attente, quelque chose d'instrumental et d'oubliable. Merci d'avoir appelé Peak Performance. Jordan à l'appareil. Bonjour, je dois retirer quelqu'un de mon abonnement familial. Ma voix était stable, professionnelle. Emily Johnson. Elle est sur mon compte depuis environ 6 ans. Clic de touche. Je la vois ici. Puis-je vous demander pourquoi vous la retirez? Elle passe à son propre compte. Pas un mensonge. Juste les laisser imaginer une version où Emily avait des projets et de l'initiative au lieu de l'arrogance et du choc qui l'attendait. Compris. Effet immédiat ou fin du cycle de facturation? Immédiatement. D'autres clics. C'est fait. Elle recevra une notification dans les 24 heures. Puis-je vous aider avec autre chose aujourd'hui? C'est tout. Merci. Un fil de plus coupé. J'ai pris une note dans mon tableur de suivi. Oui, j'avais commencé un tableur hier. Des colonnes pour le service, la date d'annulation, le numéro de confirmation. Martha aurait ri, m'aurait traité d'obsessionnel. Elle aurait aussi été fière de la rigueur. Prochain point, le compte Amazon Prime. Emily l'utilisait constamment. Des colis arrivant à son adresse de Seattle chaque semaine. Je l'avais ajouté comme membre du foyer il y a des années. Jamais remis en question l'accès partagé jusqu'à maintenant. Le site web a rendu la chose facile. 3 clics. Case de confirmation cochée, terminé. Emily Johnson a été retirée de votre foyer Amazon. Elle perdrait l'accès à mes avantages Prime. Livraison gratuite, streaming, tout ça. Elle devrait prendre son propre abonnement ou apprendre à payer les frais de port comme tout le monde. Mon café a refroidi pendant que je travaillais. Compte chèque. Abonnement partout où les informations de ma carte étaient liées à leur commodité.
Un box de stockage que j'avais loué quand ils avaient eu besoin d'espace supplémentaire. Annulé, le contenu était leur problème maintenant. Le plan d'assistance routière qui couvrait sa voiture, résilié. Chacun était petit individuellement. Ensemble, ils formaient l'échafaudage que j'avais construit autour de leur vie sans réaliser à quel point j'avais fourni de structure. À l'heure du déjeuner, j'avais identifié 12 services distincts. Au dîner, j'en avais annulé 11. Le 12e était plus délicat. Le stockage cloud partagé où j'avais sauvegardé les photos de famille. Émilie y avait accès. Moi aussi. Le supprimer semblait trop permanent, trop mesquin. Au lieu de cela, j'ai tout téléchargé sur un disque dur externe, puis j'ai supprimé son accès. Je l'ai laissé garder tout ce qu'elle avait déjà sauvegardé. Le reste était à moi. Le soleil baissait, peignant les murs de mon bureau en or. Je me suis adossé à ma chaise, les articulations craquant en sympathie. 65 ans, passant mon après-midi à naviguer dans les menus du service client et à cliquer sur des boutons, annuler l'abonnement. Ce n'était pas comme ça que j'avais imaginé cette décennie de ma vie. Mais je n'avais pas imaginé beaucoup de choses. Je n'avais pas imaginé que ma fille mesurerait ma valeur en virement bancaire. Je n'avais pas imaginé que je devrais lui enseigner les conséquences comme si elle était encore une adolescente au lieu d'une femme adulte avec un mari et une maison. Mon téléphone est resté silencieux sur le bureau. Il ne le savait pas encore. Il ne le saurait que lorsque les factures commenceraient à arriver à leur nom. Les avis d'annulation s'accumulant comme des preuves de mon absence. 4 jours, peut-être 5 avant que la première vague ne frappe. Les compagnies de services publics étaient généralement les plus rapides. Puis les avis d'assurance. Puis les plus petits abonnements. La mort par 1000 coupures de papier. Je devrais me sentir coupable. C'est ce que les bons pères ressentaient, n'est-ce pas? Des remords pour les leçons difficiles. De l'inquiétude pour les difficultés de leurs enfants. J'ai attendu ces émotions. J'ai cherché leur poids familier dans ma poitrine. Rien. Juste une satisfaction tranquille, comme terminer un projet que j'avais trop longtemps procrastiné. Accomplir des tâches qui devaient être faites, même si elles n'étaient pas agréables. Dehors, la rivière a capté les couleurs du coucher de soleil. Orange et rose se reflétant sur l'eau grise. J'avais vécu au bord de cette rivière toute ma vie d'adulte. Je l'avais vue inonder, gelée, dégelée et couler. Elle n'arrêtait jamais de bouger. Ne remettait jamais en question sa direction. Suivait simplement le chemin que la gravité lui fournissait, usant les obstacles par une persistance patiente. Peut-être que c'était ça. Pas de la vengeance, pas de la cruauté, juste la gravité. Les conséquences naturelles coulant en aval vers des gens qui s'étaient convaincus qu'ils pouvaient se tenir au-dessus de la cause et de l'effet indéfiniment. Mon tableur affichait les heures d'achèvement, 11h47, 13h23, 15h06, 16h41. Chaque horodatage un moment où je me suis choisi au lieu de la générosité automatique, où je me suis demandé, pourquoi je fais ça, et n'ai trouvé aucune bonne réponse sauf l'habitude. Émilie appellerait éventuellement. Pas demain, pas le jour d'après. Mais bientôt, quand les avis de déconnexion arriveraient et que la réalité commencerait à coûter de l'argent qu'elle n'avait pas. Elle appellerait en colère, exigeant des explications, jouant la blessée. Michael se mettrait probablement aussi au téléphone. La voix tendue de cette tension masculine particulière que les hommes utilisent quand ils ont peur mais ne peuvent pas l'admettre. Je répondrais. Je les laisserais crier. J'expliquerais calmement, tranquillement, que je ne subventionnais tout simplement plus les gens qui avaient clairement fait savoir que je n'étais pas le bienvenu. Ils me traiteraient d'égoïste, de vindicatif, de cruel. Tous les mots que les gens utilisent quand quelqu'un arrête de leur donner des choses auxquelles ils se sont habitués. Et j'accepterais ces étiquettes, les porterais comme une armure. Mieux vaut être traité d'égoïste en se respectant soi-même que de généreux en étant traité comme une ressource jetable. Le tableur brillait sur mon écran. 12 lignes de services annulés, 12 petits actes d'auto-préservation. Pas assez pour leur faire du mal de façon permanente, juste assez pour les déranger profondément. Pour rendre visible tout le soutien invisible que j'avais fourni tout en m'entendant dire que je n'étais pas le bienvenu pour des vacances que j'avais achetées. C'était juste. J'ai sauvegardé le tableur, l'ai mis sur mon nouveau stockage cloud privé. Documentation, preuve si quelqu'un demandait, que je les avais en fait soutenus plus qu'ils ne l'avaient réalisé ou reconnu. La preuve que mon retrait n'était pas une cruauté aléatoire,
mais une réponse proportionnelle. Demain, j'irai au centre communautaire, peut-être que je m'inscrirai à ce cours de menuiserie, je commencerai à construire quelque chose de nouveau au lieu de maintenir quelque chose de cassé. Mais ce soir, je resterai assis ici avec ma vue sur la rivière et mon tableur complété, et le soulagement profond d'un fardeau déposé. Le téléphone est resté silencieux. La rivière a continué de couler, et je me suis senti pour la première fois en 10 ans comme ma propre personne au lieu du filet de sécurité permanent de quelqu'un. 4 jours passèrent dans un silence délibéré. Je me promenais le long de la rivière, j'achetais des livres que je voulais lire depuis longtemps, je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Pas d'appel, pas de texto, juste l'absence paisible des urgences des autres devenant les miennes. Jusqu'à mardi soir, 18h43. Mon téléphone a éclaté. Le nom d'Émilie a illuminé l'écran. Je l'ai laissé sonner 2 fois, 3 fois, me suis versé un verre d'eau, me suis assis à ma table de cuisine, puis j'ai répondu. « Qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix est sortie, heurtée, quelque part entre la rage et la panique. Pas de bonjour, pas de préambule, directement à l'accusation. « Je suppose que tu as reçu des avis », j'ai gardé un ton égal, conversationnel, comme si je discutais de la météo au lieu des conséquences. « Des avis, papa. Ils menacent de nous couper l'électricité. La compagnie d'assurance dit que ma voiture n'est plus couverte. Internet a été déconnecté. Ma facture de téléphone est soudainement à mon nom avec un solde dû. Tout cela est exact. J'ai pris une gorgée d'eau. J'ai laissé le silence faire son travail. Tu ne peux pas juste. C'est de la folie. On ne peut pas payer toutes ces factures d'un coup. Tu le sais. On a déjà du mal à cause du désastre de New York que tu as causé. Le désastre de New York que tu as causé, ai-je corrigé doucement, en me disant que je n'étais pas le bienvenu pour un voyage que j'avais payé. J'ai simplement agi en conséquence. Ce n'est pas. Papa. C'est cruel. Tu nous punis pour une seule erreur. Pour quelque chose que Michael a dit quand il était stressé par le travail. Tu es complètement. Michael a dit. J'ai posé mon verre d'eau avec précaution. Émilie, le message vocal venait de ton téléphone. Ta voix. Tes mots. Mon mari ne veut pas te voir. Ces mots exacts. Tu as livré ce message. Tu as fait ce choix. Sa respiration a rempli la ligne. Hachée. Elle pleurait ou essayait de ne pas le faire. J'ai attendu. Martha disait toujours que j'étais trop prompt à combler les silences. Trop désireux de lisser l'inconfort. Il était temps de rompre avec cette habitude. Ça ne devait pas se passer comme ça, la voix d'Émilie est sortie plus faible. On n'essayait pas de te blesser. On pensait juste que l'hôtel avait un espace limité et que Michael devient anxieux avec la famille et que ce serait plus facile. Plus facile sans moi. Les mots sont tombés, plats. Factuels. Je comprends. C'est pourquoi j'ai rendu les choses plus faciles pour moi aussi. Plus de paiements automatiques. Plus de subventions pour vos vies tout en étant traités comme facultatifs. Tu ne comprends pas ce que c'est. La panique a refait surface, noyant toute vulnérabilité momentanée qui était apparue. On a une hypothèque, des remboursements de voiture. Le travail de Michael couvre à peine le loyer, et sans ton aide, on ne peut pas. Ne pouvez pas quoi? Ne pouvez pas vivre le style de vie auquel vous vous êtes habitué? Mes doigts traçaient des motifs sur la table. Émilie, tu as 35 ans. Michael en a 37. Vous êtes des adultes avec une maison et des carrières. Ou du moins, Michael a une carrière. Peut-être qu'il est temps que tu en aies une aussi. Je suis femme au foyer. C'est une carrière, et on avait besoin de ton soutien. Tu le savais quand tu l'as offert, tu ne peux pas simplement le retirer parce que tes sentiments ont été blessés pour un voyage. Un voyage, ai-je répété le mot lentement. Parlons d'un voyage. J'ai payé 5 000 € pour des billets et des hôtels. Tu m'as envoyé un message vocal de 15 secondes disant que je n'étais pas le bienvenu. Puis vous vous êtes présenté à l'aéroport en vous attendant à ce que tout soit toujours là, en vous attendant à ce que je finance vos vacances tout en restant à la maison comme un bon petit chéquier. Quand ça n'a pas marché, tu as exigé que je te vire de l'argent pour régler le problème que tu avais créé. Et maintenant, tu me traites de cruel? La voix de Michael s'est fait entendre en arrière-plan, étouffée mais agressive.
C'est lui? Laisse-moi. Non, Émilie, vivement, puis à moi. Papa, s'il te plaît. Je te le demande, s'il te plaît. Juste. On a besoin d'aide. La facture d'électricité est de 300 €. L'assurance est de 250 € de plus. Le téléphone et Internet ensemble, c'est presque 200 €. Et ça ne compte même pas les courses et l'essence. Et c'est la faute de qui? Silence. Tu as passé 10 ans à prendre mon soutien pour acquis, ai-je dit. Ma voix est restée calme. Ça m'a surpris. Je m'attendais à de la colère. Au lieu de cela, j'ai trouvé de la clarté. Jamais une seule fois tu ne m'as demandé si je pouvais me le permettre. Jamais tu n'as considéré que l'argent devait venir de quelque part. Tu as juste supposé que je continuerais à payer indéfiniment pendant que tu me traitais comme un inconvénient que tu tolérais pour les avantages. Ce n'est pas vrai. On t'aime. On a toujours. L'amour demande plus que des mots, Émilie. Il exige du respect, de la considération, la reconnaissance de base que je suis une personne, pas une ressource. Tu as échoué sur tous les plans. Alors c'est ça. Tu en as juste fini avec nous? Ta propre fille? Des larmes maintenant, audibles. Vrai ou de comédie? Je ne pouvais plus le dire. Je m'en fichais. Tu préférerais nous laisser tout perdre plutôt que de pardonner une erreur. Je ne vous fais rien perdre, ai-je dit. Je ne fais que ne pas vous empêcher de subir les coups de vos propres décisions. Il y a une différence. Vous avez potentiellement 2 revenus. Le travail de Michael est le travail que tu choisiras d'exercer. Vous avez une maison que vous pouvez vendre ou refinancer si nécessaire. Vous avez des options, mais plus moi comme option. C'est. Tu es un père terrible. Tu le sais. Terrible. Sa voix a grimpé vers l'hystérie. Que dirait maman si elle pouvait voir ça? Nous abandonner quand on a le plus besoin de toi. Le nom de Martha, utilisé comme une arme. Ça a presque marché. Ça a failli me faire tressaillir. Mais je me suis souvenu que Martha avait été celle qui m'avait mis en garde contre cette dynamique exacte, me disant que j'enseignais à Émilie à me prendre pour acquis. Martha aurait coupé le soutien il y a des années. Ta mère te dirait de grandir et de prendre la responsabilité de ta vie. Les mots sont sortis plus durs que prévu. Bien. Elle te dirait que l'amour ne se mesure pas en virement bancaire, et elle serait déçue de la façon dont tu m'as traité. Émilie a fait un bruit, moitié sanglot, moitié rage. Très bien. Très bien. Ne nous aide pas. On verra ce qui se passera. Quand on perdra la maison, quand on aura du mal, souviens-toi que c'est toi qui as choisi ça. Tu as choisi d'abandonner ta famille pour ton ego blessé. J'ai choisi le respect de moi-même plutôt que d'être utilisé. Je me suis levé, j'ai porté mon verre à l'évier. Tu peux choisir de respecter ça ou non. De toute façon, j'en ai fini avec cette conversation. Attends, papa, s'il te plaît. J'ai raccroché. Le téléphone a immédiatement recommencé à sonner. J'ai refusé l'appel, et le suivant, et le suivant. Finalement, je l'ai mis en silencieux, les regarder s'allumer à plusieurs reprises avec des tentatives ignorées. À 20 h, 23 appels manqués s'affichaient sur mon écran. Un record, battant même la nuit de l'aéroport. J'ai supprimé les notifications, bloqué à nouveau leur numéro. J'aurais dû les laisser bloqués après la première fois. Un texto est arrivé d'un numéro inconnu vers 21 h. C'est Émilie avec le téléphone d'un ami. Tu fais une énorme erreur. On s'en sortira sans toi. Ne t'attends plus à avoir de nos nouvelles. Je l'ai lu 2 fois, j'ai cherché des remords, une prise de responsabilité, le moindre soupçon de conscience de soi. Je n'ai trouvé que des menaces déguisées en conséquences. Comme si ne plus avoir de leurs nouvelles était une punition plutôt qu'un soulagement. Je n'ai pas répondu, j'ai juste ajouté le numéro à ma liste de blocage et posé mon téléphone sur le comptoir. Dehors, l'obscurité s'était installée sur la rivière. Pas de lune ce soir, juste des étoiles se reflétant sur l'eau noire. À l'intérieur, je sentais quelque chose s'installer aussi. Pas de la satisfaction exactement, plutôt de la résolution. La dispute que j'avais évitée pendant 10 ans avait enfin eu lieu. Les limites que j'aurais dû fixer il y a une décennie, enfin établies. Tard, oui, mais c'était fait.
Emily raconterait aux gens sa version, le père cruel qui a abandonné sa fille en difficulté pour rien. Michael corroborerait, embellirait, me dépeindrait comme le méchant. Les amis et les parents éloignés entendraient une histoire soigneusement éditée pour effacer 10 ans de générosité unilatérale et un message vocal qui a tout déclenché. Laissez-les faire. La vérité a une façon d'émerger éventuellement. Et les gens qui comptaient vraiment poseraient des questions, verraient des schémas, reconnaîtraient le déséquilibre. Le reste n'avait pas d'importance. Il n'avait jamais eu d'importance. Juste des voix en arrière-plan jugeant des situations qu'ils ne comprenaient pas. Mon téléphone brillait sur le comptoir, silencieux maintenant. Plus d'appels. Ils avaient dit ce qu'ils avaient à dire. Fait leur demande. Découvert que les demandes sans levier n'étaient que des souhaits, criés dans le vide. J'ai éteint la lumière de la cuisine, je suis allé me coucher. Demain, je me réveillerai et continuerai à construire ce qui allait suivre. Ce soir, je dormirai en sachant que j'avais tenu bon. Enfin, après 10 ans à plier. Mieux vaut tard que jamais. Samedi matin est arrivé, gris et frais. J'avais passé la semaine dans une routine prudente. Café du matin, lecture de l'après-midi, promenade du soir. Le téléphone est resté merveilleusement silencieux. Pas d'appel, pas de texto, juste le silence là où le chaos avait l'habitude de régner. Après le petit déjeuner, j'ai ouvert mon ordinateur portable. D'abord les emails. Factures, newsletter, rien d'urgent. Puis, par habitude, j'ai cliqué sur Facebook. Je postais rarement, je faisais surtout défiler pour voir ce que faisaient mes vieux amis. Photos de retraite, photos de petits-enfants, la superficialité agréable habituelle de la connexion sociale. La publication d'Emily était en haut de mon fil d'actualité. Publiée il y a 2 heures. Le texte d'aperçu a rendu mon café amer dans ma bouche. Quand votre propre père vous trahit, comment sait-il? J'ai cliqué immédiatement. J'ai regretté de ne pas l'avoir fait. La publication complète s'étalait sur mon écran comme une blessure ouverte. Je n'aurais jamais pensé devoir écrire ça, mais je dois partager ce qui se passe. Mon père, que j'ai toujours aimé et respecté, a décidé de nous couper complètement les vivres, annulant notre assurance auto, nos services publics, même notre service téléphonique. Tout ça parce que nous avons dû prendre une décision difficile concernant un voyage en famille. Il a payé pour des vacances à New York. Et quand mon mari, qui souffre d'anxiété, a dit qu'il avait besoin que le voyage soit juste nous deux pour sa santé mentale, mon père a tout annulé et nous a laissés en plan à l'aéroport sans moyen de rentrer. Maintenant, il détruit systématiquement nos vies en retirant tout soutien, nous laissant nous démener pour garder l'électricité et de la nourriture sur la table. J'ai le cœur brisé. Je pensais que la famille signifiait un amour inconditionnel. Apparemment, je me suis trompé. Si quelqu'un connaît des opportunités d'emploi à Seattle ou peut offrir des conseils, n'hésitez pas à me contacter. Nous essayons de nous reconstruire après cette trahison. Je l'ai lu 3 fois, chaque mot soigneusement choisi, chaque détail précisément orienté. La mention de l'anxiété, nouvelle information, justification pratique. Le cadre de l'amour inconditionnel, comme si l'amour signifiait financer sans limite. L'hyperbole, détruire nos vies. Me dépeignant comme le méchant au lieu de quelqu'un qui avait simplement cessé d'être un distributeur automatique perpétuel. La section des commentaires était longue. 53 réponses, la plupart sympathiques. Oh ma chérie, je suis tellement désolé. La famille devrait toujours se soutenir. Ton père a l'air toxique. Tu es mieux sans cette négativité. C'est de l'abus financier. Tu devrais te renseigner sur les options légales. Je n'arrive pas à croire qu'un parent ferait ça. J'envoie des prières et des ondes positives. Quelques voix sceptiques sont apparues, enfouies dans le fil. Il y a probablement plus à cette histoire. Pourquoi dépendiez-vous de votre père pour les factures à 35 ans? Il semble que fixer des limites ne soit peut-être pas une trahison. Mais Emily avait répondu à celle-là avec plus d'élaboration, plus de justification. Michael avait également commenté. Nous avons tout essayé pour le contacter et résoudre ce problème, mais James refuse même de nous parler comme des adultes. C'est dévastateur. Je me suis adossé, j'ai fixé l'écran. C'était la contre-attaque à laquelle je m'attendais, mais à laquelle je ne m'étais pas tout à fait préparé. Emily rendant l'histoire publique, se présentant comme une victime, moi comme le méchant,
comptant sur le fait que la plupart des gens verraient « père couple et vivre à sa fille » et arrêteraient de penser de manière critique. Mon premier instinct a été de répondre, d'écrire mon propre commentaire expliquant le message vocal, les années de soutien non reconnues, les demandes abusives, de me défendre avec des faits et des reçus. Mais je me suis arrêté, les doigts planant au-dessus du clavier. Qu'est-ce que cela accomplirait? Une dispute publique avec ma fille où tout le monde prendrait parti et où la vérité serait enterrée sous la pelle émotionnelle, lui donnant plus de munitions pour le récit de la victime. Non, mieux vaut laisser cela se dérouler. Les gens qui me connaissaient poseraient des questions en privé. Les gens qui ne me connaissaient pas ne valaient pas la peine d'être convaincus. J'ai quand même fait une capture d'écran de la publication, les sauvegarder dans un dossier avec toute l'autre documentation. Relevé bancaire montrant des années de virement, transcription du message vocal, confirmation d'annulation. Pas pour l'utiliser maintenant, juste pour l'avoir au cas où. Puis je me suis déconnecté de Facebook, j'ai fermé l'ordinateur portable. La publication serait là que je la regarde ou non, recueillant des réactions et des partages de gens qui ne m'avaient jamais rencontré et ne le feraient jamais. Mon téléphone a vibré. Un texto de Paul, un ancien collègue de travail. Salut Jim, j'ai vu la publication d'Emily. Tu vas bien? Appelle-moi si tu veux en parler. Simple, direct, ne supposant rien. C'est ce que faisaient les vrais amis. Ils demandaient au lieu de juger. J'ai répondu, je vais bien. C'est une longue histoire, mais je fais ce qui est juste pour moi. Un café un de ces jours? Absolument. Jeudi, ça te va? Parfait. Une conversation de prévu. Une personne prête à entendre ma version sans faire de sympathie publique. Plus précieux qu'un millier de commentaires sur Facebook. La matinée s'étendait devant moi. Je pourrais la passer à actualiser cette publication, à regarder le nombre de commentaires grimper, à me torturer avec les opinions d'étrangers sur des situations qu'ils ne comprenaient pas. Ou je pourrais aller à la quincaillerie, estimer le prix des matériaux pour l'étagère que j'avais prévu de construire, commencer à construire quelque chose de tangible au lieu de m'attarder sur des choses que je ne pouvais pas contrôler. La quincaillerie a gagné. J'ai attrapé ma veste, mes clés, mon portefeuille. J'ai vérifié la liste que j'avais faite plus tôt. Planche de chêne, colle à bois, papier de verre, teinture. Un projet dont Martha et moi avions parlé il y a des années. Jamais eu le temps de le faire. Il était temps de s'y mettre enfin. Dehors, le ciel menaçait de pleuvoir, mais ne s'était pas encore décidé. Mon camion a démarré au premier coup. Une autre chose que j'avais entretenue moi-même, jamais eu besoin de quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Capable, indépendant, la personne que j'étais avant que 10 ans de paternité ne se transforme en contact d'urgence permanent. En conduisant vers la ville, j'ai pensé à la publication d'Emily. L'expression « détruire nos vies » me restait en tête comme une écharde. Comme si retirer mon argent les détruisait. Comme s'ils n'avaient aucune initiative, aucune capacité, aucune option autre que la dépendance à un père qu'ils avaient rejeté quand cela leur convenait. C'est la partie qui faisait le plus mal, pas l'accusation publique, l'impuissance implicite. J'avais élevé Emily pour qu'elle soit plus forte que ça. Martha et moi lui avions appris la résolution de problèmes, la résilience, l'indépendance. Quelque part en cours de route, ces leçons se sont enfouies sous le chemin le plus facile. Demande juste à papa. Il arrangera ça. J'avais permis cela. Je l'avais laissé se produire à travers des années de « oui » automatique. Chaque fois que j'aurais dû dire « débrouille-toi », j'avais dit « voilà de l'argent » à la place. Je lui avais appris l'impuissance acquise en essayant de montrer de l'amour. Réparer ça maintenant, à 35 ans, ferait mal. Ça faisait mal, à en juger par cette publication sur Facebook. Mais une douleur nécessaire. Une douleur de croissance, du genre qui mène à quelque chose de mieux si on persévère au lieu d'éviter. Le parking de la quincaillerie était presque vide. Samedi matin, la plupart des gens faisaient la grasse matinée ou faisaient d'autres courses. Je me suis garé près de l'entrée, je suis resté un moment dans mon camion. La pluie avait enfin commencé. De légères gouttes sur le pare-brise, brouillant le monde en forme douce. À l'intérieur, j'achèterais des matériaux et je construirais quelque chose. Dehors, la publication d'Emily continuerait de circuler, de recueillir des réactions, de créer une version des événements qui n'avaient rien à voir avec la réalité. Les deux choses se produiraient simultanément.
Une seule importée pour ma vie réelle. Je suis sorti du camion. La pluie a touché mon visage, froide et propre. Les portes de la quincaillerie se sont ouvertes avec un sifflement mécanique. À l'intérieur, ça sentait la sueur de bois et la possibilité. Il était temps de construire quelque chose de nouveau. Ce soir-là, après la quincaillerie et avec les matériaux pour l'étagère empilée dans mon garage, j'ai préparé le dîner. Des pâtes simples, rien d'extraordinaire. Je les ai mangées à ma table de cuisine pendant que mon ordinateur portable brillait en face de moi. Facebook toujours ouvert sur la publication d'Emily. Les commentaires s'étaient multipliés, 78 maintenant, la plupart me dépeignant comme une sorte de monstre. J'avais passé 10 ans à être prudent avec Emily, à mesurer mes mots, à adoucir les vérités, à accepter des reproches que je ne méritais pas pour maintenir la paix. Cette version de la paternité m'avait valu un message vocal disant que je n'étais pas le bienvenu et une publication publique me traitant de traître. Il était temps d'arrêter d'être prudent. Mon téléphone était posé à côté de mon assiette. Je l'ai pris, j'ai fait défiler les messages sauvegardés. Le message vocal du 20 mars, conservé comme une preuve. 15 secondes qui ont tout déclenché. Je l'ai écouté une fois de plus. La voix d'Emily, plate et définitive. Papa, tu ne prends pas l'avion avec nous pour New York. Mon mari ne veut pas te voir. Je sais que tu as tout payé, mais c'est mieux comme ça. Désolé. Mieux pour qui? M'étais-je demandé alors. Maintenant je savais. Mieux pour eux. Toujours pour eux. Le deuxième enregistrement était plus récent. L'appel téléphonique du 16 avril. Je l'avais enregistré avec une application que j'avais téléchargée après la confrontation à l'aéroport. Un instinct me disant de documenter la suite. Bon instinct. Le fichier avait tout capturé. Les accusations d'Emily, ses affirmations sur ma cruauté, la partie où elle disait « On avait besoin de ton soutien, et ne peux-tu pas juste nous aider cette fois-ci, comme si la dernière décennie n'avait pas eu lieu ?» Les deux fichiers sauvegardés sur mon ordinateur, tous deux prêts à être partagés. Tous deux vrais d'une manière que la publication soigneusement rédigée d'Emily n'était pas. J'ai ouvert Facebook, me suis connecté correctement cette fois, pas juste pour faire défiler, j'ai créé une nouvelle publication, tapant avec soin. J'ai vu la publication que ma fille a faite à mon sujet. Puisqu'elle a choisi de rendre cela public, je répondrai publiquement avec des faits. Ci-dessous se trouvent 2 enregistrements audio. Le premier est le message vocal qu'elle m'a envoyé après que j'ai payé 5 200 € pour des vacances en famille à New York. Le second est notre conversation téléphonique lorsqu'elle a découvert que j'avais annulé le voyage après qu'on m'ait dit que je n'étais pas le bienvenu. Écoutez par vous-même, puis décidez qui a trahi qui. J'ai téléchargé les 2 fichiers. Le message vocal a pris 12 secondes. La conversation téléphonique 3 minutes et 48 secondes. Les barres de progression avançaient sur mon écran pendant que j'attendais. Le curseur de la souris planait sur « Publier ». C'était la ligne à ne pas franchir. Une fois franchie, pas de retour en arrière. Emily le verrait. Ses amis aussi, les collègues de Michael, les parents éloignés, tout le monde dans leur cercle social. Ils entendraient son rejet froid, ses demandes abusives, son manque total de responsabilité. Elle me détesterait pour ça, probablement pour toujours. La relation que nous avions, tendue et conditionnelle qu'elle était, se terminerait probablement ici. Mais quelle relation? Une où je payais et restais silencieux pendant qu'elle mentait sur moi en ligne. Où j'acceptais d'être traité de cruel pour avoir refusé de financer des gens qui m'avaient rejeté? Ce n'était pas une relation. C'était de l'exploitation avec une étiquette familiale. J'ai cliqué sur « Publier ». L'écran s'est actualisé. Ma réponse est apparue en haut de mon fil d'actualité. Fichier audio intégré et lisible. Publié il y a 1 minute. 0 réaction pour l'instant. 0 commentaire. Je me suis levé, je suis allé à la fenêtre. La rivière dehors était devenue sombre. Juste un ruban noir coupant à travers une terre plus sombre. Quelque part à Seattle, Emily faisait probablement défiler son téléphone, lisant des commentaires de soutien, se sentant justifiée dans son récit de victime. Cela ne durerait pas longtemps. Mon téléphone a vibré. Une notification. Quelqu'un avait écouté le premier audio, puis une autre notification, et une autre. Les chiffres ont commencé à grimper. Réaction,
partages, commentaires arrivant plus vite que je ne pouvais les suivre. J'ai pris mon assiette, les rincé, j'ai fait un thé que je ne voulais pas, j'avais juste besoin de quelque chose à faire avec mes mains pendant que mon téléphone s'illuminait comme une machine à sous qui touchait le jackpot. Chaque vibration, une personne de plus entendant la vérité au lieu de la version éditée d'Emily. 20 minutes après avoir publié, mon téléphone a sonné. Paul, l'ami avec qui j'avais prévu un café. J'ai répondu. Jim. Sa voix est sortie, chaleureuse, soulagée. Je viens d'écouter ta publication. Tout le monde doit entendre ça. Je suis désolé que tu aies traversé ça. Merci d'avoir écouté avant de juger. Mon thé avait infusé trop longtemps. Il était devenu amer. J'ai ajouté du sucre. La moitié des gens qui commentaient la publication d'Emily changent d'avis maintenant, supprimant leurs commentaires de sympathie. Quelqu'un l'a identifié dans la tienne. Elle l'a probablement vu maintenant. Probablement. La pensée aurait dû me rendre nerveux. Au lieu de cela, je me sentais calme, comme si je déposais un poids que je tenais à bout de bras depuis trop longtemps. Des muscles fatigués enfin m'autorisaient à se reposer. Fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit, a dit Paul. Et je suis sérieux pour le café jeudi. J'y serai. Après qu'il ait raccroché, j'ai rouvert Facebook. Ma publication avait explosé. 200 réactions, 83 commentaires. Des chiffres qui ne signifiaient rien, sauf que les gens écoutaient. Enfin, après des années où Emily contrôlait le récit, se présentant comme une fille en difficulté avec un père peu solidaire, l'histoire réelle était racontée. J'ai fait défiler les commentaires. Ça change tout. Votre fille a l'air incroyablement arrogante. Vous avez payé pour des vacances et elle vous a désinvité, puis s'est fâchée que vous ayez annulé? Le culot. 10 ans de soutien financier et c'est comme ça qu'elle vous traite. Je suis vraiment désolé. Quiconque le traite de cruel doit écouter ses enregistrements. Elle est manipulatrice. Tout le monde n'était pas d'accord. Certaines personnes, principalement les amis proches d'Emily, ont redoublé d'efforts pour la défendre. Il y a toujours deux côtés à une histoire. Peut-être qu'il est manipulateur hors enregistrement. Un père devrait soutenir son enfant quoi qu'il arrive. Mais ces voix ont été noyées par la majorité. Par des gens qui avaient entendu la froideur d'Emily, son manque de gratitude, son impuissance instrumentalisée, qui reconnaissaient des schémas qu'ils avaient vus dans leur propre vie. Des profiteurs qui qualifiaient la fixation de limite d'abus et le respect de soi de cruauté. Mes notifications continuaient de vibrer. Quelqu'un avait partagé ma publication dans un groupe sur les limites familiales. Puis un autre partage, et un autre, les fichiers audio se propageant au-delà de mon petit cercle social, trouvant des publics qui comprenaient exactement ce qu'ils entendaient. J'ai mis mon téléphone en silencieux, les posé écran vers le bas sur la table. Cette partie était terminée. La vérité distribuée, les preuves fournies, les mensonges exposés. Ce qui se passerait ensuite était hors de mon contrôle. Dehors, les nuages s'étaient dissipés. Des étoiles sont apparues, dispersées dans le ciel noir comme si quelqu'un avait renversé du sel. J'avais passé 10 ans à essayer d'être le père qu'Emily voulait, généreux à l'excès, n'exigeant jamais de réciprocité, acceptant des bribes d'affection en paiement de milliers d'euros. Cette version de moi avait encouragé ses pires qualités tout en étouffant mes propres besoins. Les matériaux de l'étagère attendaient dans mon garage. Demain, je commencerai à construire. Ce soir, je dormirai en sachant que j'avais enfin cessé de protéger quelqu'un qui ne m'avait jamais protégé. J'avais cessé de cacher sa cruauté pour préserver une relation qui n'existait que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Mon téléphone brillait sur la table malgré qu'il soit face contre table. Il vibrait encore périodiquement avec des notifications que je ne lisais pas. Quelque part dans ce bruit numérique, Emily paniquait probablement, réalisant que son histoire de victime soigneusement construite avait été démolie par ses propres mots enregistrés, faisant face aux conséquences pour la première fois depuis des années. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cela, aucune joie, juste un sentiment tranquille d'achèvement, comme terminer un projet difficile ou fermer un livre qu'on lisait depuis trop longtemps. Le soulagement que ce soit fait, l'espoir que ce qui viendrait ensuite serait meilleur. Le thé avait de nouveau refroidi. Je l'ai versé, j'ai éteint les lumières, je suis monté à l'étage. Derrière moi, mon téléphone continuait d'éclairer la cuisine sombre. Les notifications s'accumulant comme la preuve que la vérité, une fois enfin dite, avait du pouvoir.
Les mensonges d'Émilie n'en auraient jamais. Demain apporterait plus de réactions, plus de commentaires. Probablement des messages de colère d'Émilie une fois qu'elle aurait digéré ce qui s'était passé. Mais ce soir appartenait au sommeil et à l'étrange paix qui venait de s'être enfin défendue. La rivière continuait de couler. Les étoiles restaient dispersées, et je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis une décennie. 4 jours ont disparu dans une routine tranquille. J'ai construit l'étagère, ponçant, teignant, assemblant les pièces avec la patience que la retraite m'avait enseignée. Je suis allé prendre un café avec Paul, qui m'a parlé du buzz en ligne que ma publication avait créé. « Tu es presque célèbre dans la communauté des limites parentales », avait-il dit en souriant. Je ne savais pas qu'une telle communauté existait. Jeudi matin, je me suis permis de consulter à nouveau les réseaux sociaux. Ma publication était là avec des chiffres qui semblaient inventés. 847 réactions, 312 commentaires, 156 partages. Les fichiers audio avaient été téléchargés des centaines de fois, se propageant sur des plateformes que je n'utilisais même pas. J'ai fait défiler la section des commentaires. De nouvelles voix toutes les quelques heures. J'ai fait écouter ça à mon mari qui continue de donner de l'argent à sa sœur abusive. Révélateur. Ma fille m'a fait le même coup. Elle m'a désinvité d'un événement que j'avais financé. Merci de vous être exprimé. Tout le monde doit entendre ça. L'abus financier va dans les deux sens. L'arrogance dans sa voix quand elle dit « On avait besoin de ton soutien ». Incroyable. Enfoui dans le flot de soutien, j'ai trouvé la réponse d'Émilie. Publié il y a 2 jours, facile à manquer parmi des centaines d'autres commentaires. Je n'arrive pas à croire que tu m'humilies comme ça publiquement. Tu as pris une affaire de famille privée et tu en as fait un divertissement. C'est exactement pourquoi nous avions besoin de prendre nos distances avec toi. Tu ne respectes pas les limites. Je supprime ma publication originale parce que tu as clairement empoisonné tout le monde contre moi. Félicitations pour ta justification. J'espère qu'elle te tiendra chaud la nuit. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce qu'elle avait dit dans ses enregistrements, juste plus d'accusations déguisées en blessures, plus de performances de victime conçues pour me culpabiliser et me faire taire. Mais son commentaire avait 9 réactions contre des centaines pour les autres. Personne ne la croyait plus. Les réponses qui lui étaient adressées racontaient cette histoire. C'est toi qui l'as rendue publique en premier. Il a juste fourni le contexte. Respecter les limites? Tu l'as désinvité d'un voyage qu'il a payé. Peut-être que tu devrais écouter comment tu parles dans ces enregistrements et réfléchir. J'ai continué à faire défiler. J'ai trouvé un commentaire de quelqu'un prétendant être un ami d'Émilie. Je connais Émilie depuis des années. Je me suis toujours interrogé sur sa relation avec son père. Elle se plaignait qu'il ne la soutenait pas, mais elle arrivait avec de nouvelles choses chères qu'il avait achetées. La dissonance cognitive était folle. Ces enregistrements expliquent tout. Un autre de quelqu'un qui avait été à leur mariage. Je me souviens de James à la réception. Il a payé la moitié. Il a passé toute la soirée seul à sa table pendant qu'Emily et Michael l'ignoraient. C'était horrible à voir. Ça prend tout son sens maintenant. Des étrangers complétant les pièces d'une histoire que j'étais trop proche pour voir clairement. Un schéma de prise tout en se plaignant. D'acceptation de la générosité tout en montrant du mépris, de traitement de la famille comme un distributeur automatique qui avait occasionnellement des sentiments qu'il fallait gérer. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Puis la curiosité l'a emporté. Allô, monsieur Anderson? Voix féminine, professionnelle. C'est Sarah Chen du Spokane Chronicle. Je suis une journaliste qui couvre les dynamiques familiales et les limites financières. Votre histoire est devenue quelque peu virale dans certaines communautés en ligne. Seriez-vous disposé à me parler pour un article? Une journaliste? Mon histoire digne d'intérêt? La pensée m'a fatigué. Je ne pense pas. Je voulais juste que les gens entendent la vérité, je ne cherche pas la publicité. Je comprends. Mais votre situation résonne auprès de milliers de personnes confrontées à des dynamiques similaires. Des enfants adultes qui attendent un soutien parental indéfini tout en offrant une relation minimale. C'est devenu un problème culturel, surtout chez les baby-boomers qui passent à la retraite. Votre voix pourrait aider les autres. Ils peuvent écouter les enregistrements. Ça dit tout. C'est juste.
Mais si vous changez d'avis, voici mon numéro. Elle a récité des chiffres que je n'ai pas notés. Et, Monsieur Anderson, pour ce que ça vaut, ma mère a vécu quelque chose de similaire avec mon frère. Votre publication l'a aidé à enfin fixer des limites, alors merci. Elle a raccroché. Je suis resté là, tenant mon téléphone, pensant à des milliers de personnes que je ne rencontrerai jamais. Toutes écoutant ma fille me rejeter en 15 secondes. Toutes reconnaissant quelque chose de familier. Toutes apprenant peut-être que dire non ne les rendait pas cruelles. Un texto est arrivé du numéro d'Émilie, toujours pas bloqué d'une manière ou d'une autre. J'avais oublié de le bloquer à nouveau après les publications sur Facebook. Tu as fait valoir ton point de vue. Tout le monde pense que je suis une personne horrible maintenant. Es-tu heureux? C'est ce que tu voulais. J'ai fixé le message, j'ai pensé à répondre, à expliquer que je ne voulais pas qu'elle soit humiliée, je voulais juste que la vérité soit dite. Qu'elle avait commencé ça en mentant publiquement. Que tout ce que j'avais publié était ses propres mots, rien de fabriqué ou d'exagéré. Mais à quoi bon? Émilie ne demandait pas de compréhension. Elle me demandait de me sentir coupable de m'être défendu, de m'excuser de ne pas l'avoir laissé contrôler le récit, de redevenir le chéquier silencieux qui absorbait les reproches sans se plaindre. J'ai supprimé le texto, j'ai bloqué le numéro à nouveau, correctement cette fois. Plus de chance de me ramener dans des schémas que j'avais mis des mois à briser. Mon café avait refroidi. Dehors, la journée était devenue lumineuse et claire, rare pour avril à Spokane. J'ai attrapé ma veste. L'étagère pouvait attendre. J'avais besoin de marcher, de bouger, de laisser le drame d'Internet se tasser pendant que je me rappelais ce qui comptait. La rivière, les arbres, le monde physique qui existait indépendamment des commentaires, des partages et des publications virales. En ville, les gens passaient sans me reconnaître. Personne ne me montrait du doigt ou ne me fixait. J'étais toujours juste un ingénieur à la retraite faisant une promenade matinale. L'attention en ligne ne s'était pas traduite par une célébrité dans le monde réel. Bien. J'avais eu assez d'attention pour toute une vie. Au centre communautaire, je me suis arrêté, je suis entré. Le cours de menuiserie que j'envisageais se tenait le samedi matin. Je me suis inscrit, j'ai payé les frais avec mon propre argent pour mon propre intérêt, pas comme une faveur, pas comme un cadeau, juste comme quelque chose que je voulais faire. Vous aurez besoin de fournitures, a dit le coordinateur en me tendant une liste. Mais nous avons des outils ici. Au plaisir de vous voir samedi. En rentrant chez moi, j'ai senti quelque chose s'apaiser. La publication sur Facebook continuerait de circuler. Les commentaires continueraient d'arriver. Mais ce n'était pas ma vie. C'était juste du bruit autour. Ma vie réelle, c'était ça. Des promenades matinales, des cafés, des cours de menuiserie, de petits choix s'additionnant pour former des jours que je contrôlais. Mon téléphone est resté silencieux dans ma poche. Plus de textos d'Émilie. Plus de numéros inconnus. Juste le poids d'un appareil que je pouvais ignorer quand je le voulais. À la maison, l'étagère était à moitié terminée dans mon garage. J'ai pris du papier de verre, je me suis remis au travail. Le rythme du ponçage était méditatif, d'avant en arrière, regardant le bois brut s'adoucir sous la pression. Cause et effet simple. On travaille, on voit des résultats. Pas d'ambiguïté, pas de manipulation, juste du bois, des mains et du temps. Les heures ont passé. L'étagère a pris forme. Mon téléphone a recueilli des notifications que je n'ai pas vérifiées. Quelque part, Émilie était probablement toujours en colère, se sentant toujours victime, toujours incapable de voir comment ses propres actions avaient créé chaque conséquence qu'elle subissait. C'était son chemin à prendre ou à ignorer. Le mien était ici, dans la sûre de bois et les vues sur la rivière, et la satisfaction tranquille de construire quelque chose qui ne demanderait rien en retour. Le soleil a baissé, je me suis reculé, j'ai examiné mon travail. Presque terminé. Un autre jour, peut-être deux. Ensuite, je le remplirai de livres que je voulais lire depuis longtemps. Des histoires sur la vie d'autres personnes, les choix d'autres personnes, un rappel que mon drame, aussi bruyant qu'il ait pu devenir en ligne, n'était qu'un petit récit dans une collection infinie. Cette pensée aurait dû me sembler diminuante. Au lieu de cela, elle était libératrice. J'étais une personne parmi des milliards, faisant de mon mieux pour vivre avec dignité. La publication virale s'estomperait.
Émilie passerait à autre chose, ou pas. Quoi qu'il en soit, j'avais construit une étagère, je m'étais inscrit à un cours, j'avais marché en ville sans avoir besoin de la permission de personne. Cela semblait suffisant. Le 20 mai est arrivé, chaud et vert. Le printemps s'était enfin décidé à rester. J'avais passé le mois précédent à m'installer dans des habitudes qui me semblaient miennes. Menuiserie le samedi, promenade le mardi, café avec Paul le vendredi. L'étagère était terminée dans mon salon, remplie de livres que je lisais vraiment au lieu de simplement posséder. La publication sur Facebook était passée du statut viral à une mention occasionnelle. Toujours visible, recueillant toujours des commentaires aléatoires, mais n'étant plus le centre de l'attention. La publication originale d'Émilie avait été supprimée comme promis. Tout le drame réduit à des artefacts numériques qui existeraient probablement pour toujours, mais qui importeraient de moins en moins chaque jour qui passait. Je préparais le déjeuner quand la sonnette a retenti. Inattendu. Paul ne venait que demain. Je n'attendais pas de colis. Probablement quelqu'un qui sollicitait des dons ou demandait pour des travaux de jardinage. À travers la fenêtre à côté de la porte, je l'ai vu. Émilie, debout sur mon porche en jean et un pull qui ressemblait à celui de Martha avant que le cancer ne l'emporte. Ma poitrine s'est serrée. L'instinct de combat ou de fuite s'est déclenché. Je n'avais pas vu ma fille en personne depuis plus d'1 an. Pas depuis Noël dernier, quand ils étaient venus pour exactement 2 heures et étaient partis tôt parce que Michael ne se sentait pas bien. Elle avait l'air plus mince, fatiguée. Comme les gens qui ont pleuré récemment et mal dormi. Sa voiture, la Honda que j'avais aidé à acheter, était dans mon allée, ce qui signifiait qu'elle avait conduit 5 heures depuis Seattle pour se présenter à l'improviste. J'ai ouvert la porte. Émilie. Papa. Sa voix s'est légèrement brisée. Je peux entrer, s'il te plaît? Chaque instinct criait prudence. Cela pourrait être de la manipulation. Une autre tentative pour me culpabiliser et me faire retomber dans de vieux schémas. Une performance conçue pour accéder à des ressources qu'elle avait probablement épuisées maintenant. Mais elle avait conduit 5 heures. Ça signifiait quelque chose, peut-être. Je me suis reculé. Elle est entrée lentement, comme si elle approchait de quelque chose qui pourrait s'effrayer. Nous sommes restés dans mon entrée, maladroits, prudents. 2 personnes qui partageaient de l'ADN, mais qui avaient oublié comment partager un espace. Un café? L'offre est venue automatiquement. Les habitudes d'hospitalité ont la vie dure. Ce serait bien. Je l'ai conduite à la cuisine, j'ai préparé 2 tasses pendant qu'elle s'asseyait à ma table, la même table où j'étais assis quand son message vocal est arrivé, quand j'ai annulé les réservations, quand j'ai décidé d'arrêter d'être son distributeur automatique. Tant de choses avaient changé dans cette pièce. Le silence entre nous était lourd de tout cela. J'ai posé sa tasse, je me suis assis en face d'elle, j'ai attendu. C'était sa visite, son initiative. Émilie a enroulé ses mains autour de la tasse, a regardé dedans comme si elle lisait dans le marc de café. J'ai écouté les enregistrements. Pas juste une fois, peut-être une centaine de fois au cours du dernier mois. Elle a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. J'ai l'air horrible, papa. Arrogante et froide, et je ne m'en rendais pas compte. Je ne réalisais vraiment pas comment je te traitais. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé continuer. Michael et moi nous sommes beaucoup disputés, à propos de l'argent, de toi, de la façon dont nous vivions. Il pense que j'aurais dû venir plus tôt. Je n'étais pas prête. Je n'arrêtais pas de me dire que tu étais déraisonnable, que les parents devraient soutenir leurs enfants, que les enregistrements étaient sortis de leur contexte. Elle a ri, un rire amer et petit. Mais il n'y a pas de contexte qui rend ce que j'ai dit acceptable. Aucune façon de reformuler et mon mari ne veut pas te voir en quelque chose qui ne sonne pas exactement comme ce que c'était. Cruel. Mon café me réchauffait les mains. Je ne parlais toujours pas. Elle avait besoin de dire ça. J'avais besoin de l'entendre sans intervenir pour lui faciliter la tâche. J'ai trouvé un travail. Les mots sont sortis doucement. J'ai un poste dans une agence de marketing. Débutant. Ça ne paie presque rien, mais c'est à moi. Michael a fait des heures supplémentaires. On arrive à payer les factures maintenant. À peine. Certainement pas confortablement. Mais on le fait nous-mêmes. Elle a rencontré mon regard.
J'aurais dû faire ça depuis le début au lieu de simplement m'attendre à ce que tu nous portes pour toujours. Oui, ai-je dit simplement. Tu aurais dû. Émilie a tressailli, mais a hoché la tête. Je suis désolé. Je suis si profondément désolé pour le message vocal, pour tout ce que j'ai dit au téléphone, pour la publication sur Facebook, pour 10 ans à prendre ton argent et à ne te donner que du jugement en retour. Tu méritais mieux. Tu méritais une fille qui t'appréciait au lieu d'une qui te voyait comme une ressource à gérer. Les excuses flottaient entre nous. Je les ai retournées dans ma tête, cherchant des failles, de la manipulation, des hameçons qui mèneraient à des demandes d'argent. Je n'en ai trouvé aucune. Juste de l'épuisement, de la honte et ce qui ressemblait à une véritable compréhension. Je te pardonne, ai-je dit. Ses épaules sont tombées de soulagement. Mais, Émilie, les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. J'en ai fini d'être ton filet de sécurité. Fini de financer ta vie tout en étant traité comme facultatif. Tu travailles maintenant. C'est bien. Continue comme ça. Construis ta propre stabilité, ta propre vie sans que mon argent ne la soutienne. Je sais. Elle a essuyé ses yeux avec sa manche. Je ne te demande pas de recommencer. Je ne demande rien, sauf peut-être. Peut-on avoir une relation? Juste comme père et fille. Sans argent. Juste. Tu me manques. Tu me manquais avant que tout n'arrive. Je ne m'en rendais juste pas compte parce que j'étais tellement concentré sur ce que tu pouvais fournir au lieu de qui tu étais. J'y ai pensé. Manquer, impliquait qu'elle m'avait eu un jour d'une manière qui comptait. Mais peut-être que c'était le cas avant la mort de Martha, avant que le deuil et l'obligation ne transforment notre relation en transaction. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui valait la peine d'être reconstruit. On peut essayer, ai-je dit avec précaution, mais lentement et avec des limites. J'ai besoin de croire que tu me veux, moi, pas ce que je peux te donner. Ça prendra du temps. Je comprends. Elle a souri légèrement. Tes affaires de menuiserie, c'est nouveau. J'ai commencé à prendre des cours. J'ai fait un geste vers le salon. J'ai construit une étagère. Je peux la voir? Nous avons marché ensemble. Je lui ai montré l'étagère, expliqué les assemblages, le processus de teinture. Elle a écouté comme si elle s'en souciait vraiment, a posé des questions qui suggéraient un intérêt sincère, et pour la première fois depuis des années, nous avons eu une conversation qui ne portait pas sur l'argent, les plaintes ou les demandes déguisées en banalité. Nous avons parlé pendant 1 heure. Elle m'a parlé de son travail en marketing, de tout ce qu'elle ne savait pas, de l'humilité du travail de débutant à 35 ans. Je lui ai parlé de Paul, des cours au centre communautaire, de mes projets de peut-être voyager quelque part de petit, la côte de l'Oregon, peut-être, juste moi. Ça a l'air sympa, a-t-elle dit. Tu devrais vraiment le faire. À la porte, nous nous sommes étreints, prudemment au début, puis plus fort. Elle semblait plus petite que dans mon souvenir, plus humaine, moins comme la méchante arrogante que j'avais portée dans ma tête. Merci de m'avoir pardonné, a-t-elle murmuré. Je ferai mieux. Je te le promets. Je te crois. Me surprenant moi-même, je le pensais. Elle est partie. Je suis resté sur mon porche, regardant sa voiture disparaître vers l'autoroute qui la ramènerait à Seattle, à la vie qu'elle construisait enfin de ses propres mains. À l'intérieur, ma maison semblait différente, plus légère d'une manière ou d'une autre. L'air circulait plus facilement. J'ai fait un sandwich, je l'ai mangé près de la fenêtre donnant sur la rivière, j'ai pensé au pardon par rapport à la réconciliation, à la façon dont on pouvait offrir le premier sans exiger le second. À la façon dont la paix ne signifiait pas effacer le passé, mais simplement refuser de le laisser empoisonner l'avenir. Mon téléphone est resté silencieux sur le comptoir. Pas d'appel, pas de texto, juste un appareil qui me connectait aux gens quand je le voulais, qui restait silencieux quand je ne le voulais pas. La publication sur Facebook était toujours là, preuve archivée de ce qui s'était passé, mais elle semblait lointaine maintenant. La preuve d'une bataille que j'avais gagnée, non par la cruauté, mais par la vérité. L'étagère se tenait dans mon salon, solide, utile et mienne. Le cours de menuiserie avait lieu demain. Paul voulait dîner dimanche. De petites choses, mais elles s'additionnaient pour former une vie que je reconnaissais, une vie où je comptais non pas à cause de ce que je fournissais, mais à cause de qui j'étais. Émilie trouverait son chemin, ou pas. Quoi qu'il en soit, je serais là,
à construire des choses, à lire des livres, à me promener, à vivre pour moi-même après des années à vivre pour quelqu'un qui avait oublié d'apprécier ce que cela signifiait. La rivière dehors continuait de couler. Le soleil de l'après-midi a tout doré, et je me suis senti enfin revenu à moi-même. Quoi que vienne ensuite, il me trouverait ici, debout dans ma propre maison, dans ma propre vie, avec des limites aussi solides que l'étagère que j'avais construite de mes propres mains. Cela semblait suffisant. Plus que suffisant. Exactement juste. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.